Donc voilà, je vais vous parler de deux pays surtout, enfin de deux pays, dont la France d'ailleurs, parce que la France est en Amazonie, elle est en Amazonie en fait tout près du Brésil, en Guyane française. Donc je vous parlais d'Amazonie, mais l'Amazonie, l'autre revers de l'Amazonie, pas uniquement la biodiversité, la forêt, les animaux, etc., mais ce que les humains font à ce territoire. Alors, je vais vous parler de nos recherches, des recherches qu'on a menées sur ce territoire. Moi, ça fait presque 25 ans que je travaille en Amazonie, donc ça fait un petit bail déjà. Et donc, je travaille plus précisément sur les activités extractives. Alors, les activités extractives, on entend l'extraction du pétrole et l'extraction de minerais, en particulier minerais d'or, extraits des sous-sols du bassin amazonien. Voilà, donc je vais vous parler de l'Amazonie face aux risques miniers et pétroliers. Donc l'Amazonie est immense. L'Amazonie, c'est quand même le territoire des superlatifs. C'est un territoire qui fait 6,5 millions, enfin 6,7 millions exactement de kilomètres carrés. Le territoire couvre en fait 9 pays sur 13 en Amérique du Sud. Donc vous avez pour la France la partie guyanaise, le Suriname, le Guyana, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, et plus de la moitié se trouve sur le territoire brésilien. L'Amazonie, c'est un territoire très très riche en termes de biodiversité. Voilà. Donc les chiffres sont incroyables. On peut y trouver donc plus de 40 000 espèces de plantes, 16 000 espèces d'arbres. On ne compte pas les palmiers parce que les palmiers ne sont pas des arbres. 3 000 espèces de poissons d'eau douce, plus de 370 reptiles, soit une espèce connue sur Terre sur 10. 550 millions d'hectares de forêt et le tiers des forêts humides tropicales restants de la planète qui n'ont pas encore été complètement déforestées. Et bien sûr, un fleuve, le fleuve Amazone, avec 6600 km de tributaires. Donc c'est un territoire très très vaste, très très riche, mais malheureusement, cette immense richesse, elle cohabite avec une des plus grandes inégalités sociales aussi. Et je vais vous en parler relativement longuement. Je ne vais pas m'intéresser uniquement à l'environnement physique, mais aussi à l'environnement humain, à toutes les populations qui vivent sur place. Donc cette forêt, ce territoire est très largement exploité, en particulier pour ses richesses dans le sous-sol, comme je disais tout à l'heure, pour le pétrole, pour les mines, les minerais, essentiellement de l'or, mais également pour les arbres. Il y a beaucoup d'espèces qui ont une grande valeur ajoutée sur le marché. Donc elle est sujette à une grande déforestation dont vous avez très largement entendu parler. Donc je vous ai présenté deux cartes ici de tout le bassin amazonien et de la partie brésilienne du bassin amazonien. En vert, c'est la partie en forêt et en rouge, c'est la partie qui est déforestée. L'évolution un petit peu entre 2013 et 2016. Et bien évidemment, cette expansion de la déforestation se poursuit essentiellement au Brésil et au Pérou également, depuis le sud du bassin. Et la déforestation, elle est en fait ouverte essentiellement pour des opérations d'élevage, pour des activités d'élevage, pas uniquement pour la vente du bois exotique, c'est surtout pour faire paître du bétail, sauf sur la partie du Mato Grosso, au sud du Brésil, où là c'est de la culture de soja, le Brésil étant le premier exportateur de soja au monde, au détriment donc de la forêt. Ensuite, les autres activités bien sûr qui continuent de détruire ce territoire sont les activités minières et pétrolières. Et je vais vous parler un petit peu des expériences qu'on a eues sur le terrain et comment les gens font face à ces risques environnementaux, les risques socio-économiques et les risques culturels induits par toutes ces activités humaines.
Donc il y a des mouvements qui se mettent en place, il y a des associations, des organisations. Au Brésil, elles sont relativement bien construites. Il y a la FUNAI en particulier, qui est une association de défense des peuples autochtones. Mais malheureusement, avec le gouvernement de Jair Bolsonaro, elle a de moins en moins de pouvoir et de possibilités d'action. Mais chaque pays a quand même des confédérations de protection des populations natives qui vivent sur place, qui vivent sur ce territoire et qui essayent de faire bouger un petit peu les gouvernements et les politiques publiques. Donc je vais vous faire voyager dans 2 pays. D'abord en Équateur, où on a vécu 5 ans et j'ai travaillé sur les impacts de l'extraction du pétrole sur ce territoire amazonien. On a fait une étude, on appelle ça un monitoring, on a fait une étude de qualité de l'environnement, de la qualité de l'air, de l'eau, des sols, des produits cultivés, etc. On a regardé également et écouté les communautés qui vivaient sur ces territoires pétroliers et on a essayé de voir comment ils faisaient face aux risques et surtout à quels risques ils faisaient face, quels étaient les risques les plus importants pour eux et pour leur survie et pour la survie des générations futures. Ensuite, je vous emmènerai en Guyane française, où là, en fait, on a travaillé sur les impacts de l'orpaillage. Donc, l'orpaillage, c'est l'extraction de l'or, essentiellement alluvial. Et là, pareil, on a fait une étude environnementale. On a mesuré les niveaux de mercure. Je vous expliquerai pourquoi le mercure spécifiquement. Parce que le mercure, il est utilisé pour extraire l'or. Donc, quelles sont les traces de cet élément que l'on peut trouver dans l'environnement jusqu'aux populations qui vivent sur les territoires, en particulier sur les populations autochtones Wayampi et Wayana, qui vivent le long des 2 fleuves guyanais, Oyapock et Maroni. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu ce que fait le gouvernement, en particulier l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour aider et accompagner les populations à réduire leur exposition, mais ça ne marche pas forcément toujours très bien. Donc, je vous propose de partir en Équateur. Donc, c'est un travail qui a été réalisé avec plein de monde, à la fois en Équateur, mais également en France. Et j'ai beaucoup travaillé avec des équipes de sociologues, en particulier Sylvia Becerra, qui est une collègue qui travaille dans mon laboratoire et qui a coordonné avec moi ce vaste programme de recherche pendant 4 ans. Donc, l'Équateur est intéressant, et en particulier la partie amazonienne, parce qu'en fait, l'Amazonie représente que la moitié, enfin, représente près de la moitié du territoire national, mais en revanche, vous avez envers la hausse, la population, vous avez seulement 5% de la population qui vit sur ce territoire amazonien. Donc, en général, en Amazonie, vous avez une densité de population très très faible. Et en plus, les gens vivent en général dans des conditions relativement précaires, sans accès à l'eau, sans accès aux soins. Ce sont des personnes qui sont complètement oubliées des gouvernements et des capitales, malgré le fait qu'elles vivent sur un territoire en général très très riche. Donc vous avez un contraste très fort entre la richesse de leur territoire et le niveau de vie de ces populations. Par exemple, en Équateur, vous avez 48% de la population en Amazonie qui vit avec moins de $2 par jour, et ce pourcentage est 2 fois moins important pour le reste du pays. Et c'est pareil pour les autres pays, vous avez à peu près ces mêmes chiffres-là. Donc vous avez une cohabitation entre une extrême richesse naturelle et une pauvreté économique, surtout des populations qui vivent sur ce territoire. Et cette Amazonie, c'est également on appelle ça une vache à lait. C'est une expression qu'a utilisée à nos étudiants de sciences politiques, c'est intéressant. Effectivement, l'Amazonie est une ressource très très importante puisque elle regroupe 80% des réserves de pétrole de tout le pays. Et l'exportation de ce pétrole, en fait, permet de couvrir plus de 50% du PIB du pays. Donc, c'est vital pour l'économie du pays. L'Équateur est un pays pétrolier. C'est le 4e en Amérique latine, après Mexique, Brésil et Venezuela. Et donc, beaucoup d'efforts sont faits pour extraire cette richesse,
mais vous verrez que peu d'efforts sont faits pour accompagner les populations locales qui vivent sur ce territoire. Donc, quels sont les risques liés à l'exploitation pétrolière ? En fait, les risques sont différents en fonction des étapes d'extraction. Le pétrole, il est en général situé très très profondément dans la terre. Il est entre 3000 et 5000 mètres de profondeur, donc il faut perforer quand même assez loin. Et avant de perforer, les géologues font ce qu'on appelle de la prospection, une prospection sismique. Donc ils envoient des ondes sonores sur le sol et en fonction des signaux reçus, ils arrivent à les déchiffrer, hein, c'est comme un langage, et à trouver des réservoirs. Alors évidemment, cette phase de prospection a des incidences sur l'environnement, parce que sur la forêt, en général, on le fait sans couper d'arbres, c'est pas trop, mais les bruits émis, les ondes émises, bien évidemment, peuvent affecter la faune qui vit sur place. Ensuite, une fois qu'un réservoir a été trouvé, on commence le forage. Et là, on commence à perforer. C'est un forage qu'on appelle d'exploration. On essaie de voir si les données sismiques sont bonnes. Donc, on perfore 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, etc. Et en perforant, il faut savoir que pour extraire un baril de pétrole, en fait, on extrait 10 barils d'eau. Parce qu'en fait, le pétrole, il ne faut pas le voir un peu comme un lac perdu dans une formation géologique à 5000 mètres de profondeur. En fait, c'est un liquide très visqueux qui est contenu dans la roche et qui est mélangé à de l'eau. Donc il faut extraire aussi, quand on extrait le pétrole, on extrait de l'eau. Et cette eau est naturelle, hein, mais elle est naturellement aussi enrichie en plein de choses, en particulier en sel et bien sûr en hydrocarbures. Donc vous avez des déchets et pour perforer, on ajoute aussi des additifs chimiques, plus de 500 en général. Une fois que le pétrole est extrait, on le raffine ou pas, on peut l'exporter aussi comme ça. Et pendant les opérations de raffinerie, il y a effectivement des impacts relativement forts sur l'environnement, en particulier par les torchères qui brûlent les gaz. Et ensuite, ce pétrole est transporté vers les villes ou alors exporté. Donc vous avez des impacts environnementaux sur différents compartiments, sur l'air, au cours justement du brûlage du gaz naturel, brûlage du gaz des piscines de déchets, dont je vais revenir tout à l'heure, des impacts sur les eaux de surface, les eaux souterraines, et des impacts sur les sols quand vous avez une mauvaise gestion des déchets. Et pourquoi on était travaillé en Équateur ? Parce qu'en fait, c'est l'entreprise pétrolière équatorienne public qui nous a demandé d'intervenir, de faire une étude sur les impacts de l'exploitation pétrolière dans leur pays, en particulier des impacts qui ont été réalisés non pas par eux-mêmes, par l'entreprise publique, mais par une entreprise américaine, nord-américaine, qui a travaillé sur place de 1964 à 1992. Et c'est l'entreprise Texaco, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a changé de nom, c'est la Chevron, qui est en procès contre le gouvernement équatorien. C'est le plus grand procès environnemental de tous les temps. Ça fait 25 ans que Chevron est en procès, que l'Équateur est en procès contre Chevron. Une fois, ils gagnent, la seconde fois, pendant l'appel, ils perdent, etc. Enfin bon, c'est des jeux juridiques interminables. Et pendant cette période d'exploitation, malheureusement, l'entreprise pétrolière n'a pris strictement aucune disposition pour prendre soin de l'environnement et a rejeté comme ça des millions de litres de pétrole dans les rivières, sur les sols, dans l'environnement. Et il disait même à l'époque aux gens qui vivaient sur place, vous verrez, le pétrole, c'est très bon pour la santé, ça fait du bien à la peau. Et les gens allaient se baigner dans le pétrole, mettaient dans des grandes flaques de pétrole jusqu'aux cuisses. Tout le monde y allait. Et bien évidemment, les gens faisaient confiance aux industriels. Donc c'est une catastrophe énorme. Ça représente à peu près, en termes de déchets,
à la fois dans l'eau comme dans l'air, à 30 fois le désastre de l'Exxon Valdez dans les années 90, en 89. Et donc ils ont, pendant leur période d'exploitation, ils rejetaient directement les déchets, donc tout le pétrole qui ne pouvait pas être exploité, raffiné, était rejeté dans des piscines. On en envoie une ici au niveau des sols. Et je vais vous montrer après une petite vidéo. Ces piscines n'ont pas été remédiées, c'est-à-dire que certaines ont été remédiées, mais pas toutes. Il y en a environ près de 1000 qui restent comme ça, telles quelles. En fait, elles sont conservées comme preuve de l'inaction et du non-respect de l'environnement de l'entreprise Texaco pour le procès du gouvernement équatorien. Donc, une certaine partie est remédiée, mais une grande partie ne l'est pas, malheureusement. Donc un autre impact de ces activités, c'est bien sûr sur les communautés natives. Le premier puits de pétrole a été perforé dans un territoire indigène, des communautés Cofan, qui ont dû partir de leur territoire pour laisser place aux pétroliers. Et à l'époque, ils sont partis avec juste un cadeau de sucre, quelques fruits, de l'huile, et puis les pétroliers leur ont dit écoutez, vous allez un petit peu plus loin, nous on s'installe. Donc il y a eu un déplacement important des populations natives. Et petit à petit, ces populations vivant en territoire pétrolier se sont rapprochées, bien sûr, à la fois des pétroliers, mais aussi des colons qui venaient travailler pour les entreprises. Il y a eu progressivement une perte d'identité culturelle, destruction de leur environnement, bien évidemment, et une perte de la cohésion sociale, parce qu'on a pu voir que à l'intérieur d'une même communauté, certains étaient très heureux de voir une source de travail s'installer sur leur territoire. En revanche, d'autres, et souvent les plus anciens, eux voulaient conserver leur culture et leurs coutumes. Donc ça a été source de déchirement. Donc quand on est arrivé là-bas, on a été un petit peu surpris parce qu'on a vraiment trouvé un paysage de tuyaux, de barils, de puits. Par exemple, ces tuyaux que vous voyez sur la photo de gauche, vous en avez partout en Amazonie nord équatorienne. Tout au long de la route, ce sont donc des oléoducs qui transportent le pétrole de l'Amazonie, qui traversent les Andes pour aller jusqu'à la raffinerie qui se trouve sur la côte du Pacifique, à Esmeraldas. Vous avez des milliers de kilomètres de tubes et encore des barils un peu partout, des puits plus ou moins en fonctionnement sur des sites où les gens continuent de vivre. En fait, on a plusieurs cas de figure. Il y a des puits de forage qui ont été installés directement dans le jardin de personnes qui n'ont pas voulu bouger, en disant on va récupérer du travail. En revanche, d'autres, c'est carrément les entreprises pétrolières qui leur a dit vous partez, nous on va s'installer là où vous êtes. Et ensuite, donc, il y a encore aujourd'hui, donc vous avez cette contamination qui est due à ce qu'on appelle des passifs environnementaux. Ce sont des dégâts causés dans les années 80-90, mais vous avez encore un petit peu régulièrement des fuites, des ruptures d'oléoducs où l'entreprise pétrolière doit intervenir et doit nettoyer. Par exemple, sur cette photo-là, il y a eu une fuite de pétrole et le pétrole en général brûle toute la végétation. Et un jour effectivement est arrivé, on a trouvé une partie de la forêt complètement brûlée. Alors brûlée, les arbres ne sont pas noircis, ils sont complètement asséchés, déshydratés, on ne voit vraiment que les troncs. Et c'est essentiellement les eaux de formation, elles sont tellement salées, elles sont 1000 fois plus salées que l'eau de mer, sont tellement salées que, bien évidemment, plus aucun végétal n'arrive à pousser. Donc, quand il y a des fuites, des accidents sur des stations ou sur des tuyaux, l'entreprise pétrolière vient, boucle le système, intervient, essaye de réparer, mais bon, ça reste ouvert. Vous voyez, là, c'est une photo de petits chiens qui venaient voir ce qui se passait. Ils ont les pattes pleines de pétrole. Et en général, quand ils n'arrivent pas trop à nettoyer, ils scellent la zone impactée pour éviter que les gens, les enfants, les animaux ne viennent.
Et vous avez bien sûr des contaminations des sites qui ne sont pas remédiés. Donc ce sont des piscines de déchets pétroliers qui sont laissées volontairement par l'entreprise et par le ministère de l'Environnement comme preuve des dégâts de l'époque Texaco. On a 2 étudiants de Sciences Po qui sont venus travailler avec nous. Chaque année, on accueillait pas mal d'étudiants. Et ils ont réalisé un petit film. Je vais vous en passer un petit extrait, 3 minutes. Alors, désolé, ça va être en espagnol, mais je vais vous faire une traduction. C'est ce qu'on appelle le Toxitour. Alors aujourd'hui, vous avez une association de défense des populations locales qui propose aux touristes de faire un petit tour des sites contaminés. Ils appellent ça le Toxitour. On y va. Vamos nosotros a ingresar a la parte posterior de la estación petrolera Suzuki. Alors, lui, il s'appelle Wilson. Il est représentant d'une association de défense des droits et de l'accès à l'eau potable. Et aujourd'hui, il est en prison. Il a été accusé d'attouchement sur mineurs, mais en fait, ce sont de fausses accusations. Parce qu'en fait, il dérange quand même pas mal le gouvernement, il dérange les entreprises pétrolières et il a été incarcéré. Il est incarcéré depuis 4 ans maintenant. Donc là, vous avez une piscine non remédiée. Et là, c'est de l'eau donc qui reçoit directement les effluents d'une station, d'un puits de pétrole. Et donc c'est comme, ils appellent ça des piscines, et c'est vrai que c'est creusé à même le sol. Et là, cette femme explique justement ce que sont les eaux de formation, puisque les eaux de formation ne sont pas exploitables et elles peuvent être rejetées directement dans l'environnement. C'est totalement interdit par la loi. Depuis l'année 2000, la loi exige à tous les pétroliers de réinjecter les eaux de formation dans des puits qui ne sont plus exploités, mais malheureusement, ça déborde. Comme je vous disais, il y a 10 barils d'eau pour 1 baril de pétrole. Souvent, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et malheureusement, ils arrivent à en déverser encore dans l'environnement. Ah, ok, parce que... acosando ahí de pronto, preguntando qué estamos haciendo acá. Entonces mejor pasamos de forma rápida de 3 en 3. Alors là, il explique au groupe qui fait le Toxitour de faire des petits groupes de 3 personnes, pas plus, et de traverser la route pour ne pas se faire repérer par l'entreprise pétrolière qui exploite ce site. Parce qu'en fait, vous avez, et nous, ça nous est arrivé plusieurs fois de nous faire alpaguer par des gardiens, pas de la Révolution, mais gardiens du pétrole, qui sont venus un petit peu nous intimider en nous disant « Qu'est-ce que vous faites là qui vous envoie, etc. » Alors heureusement, nous, on travaille toujours avec des conventions, des accords cadres avec les ministères. Et donc, on leur montrait nos jolis accords cadres et nous laisser tranquilles. Mais quand vous êtes un touriste, on peut venir vous embêter. Et là, c'est pareil, c'est un site dans lequel vous avez des déchets, des déchets pétroliers qui s'accumulent comme ça sur des surfaces assez importantes et dans lesquelles, bien sûr, plus rien ne peut vivre, ne peut survivre. Donc, c'est des étendues assez importantes. Et là, vous avez des tuyaux desquels s'échappent les gaz. Évidemment, avec le pétrole, vous avez de l'eau, mais vous avez aussi du gaz. Et en Équateur, malheureusement, ils ne récupèrent pas le gaz, pas trop. Ils le font brûler. Et donc là, les torches sont éteintes, mais il nous est arrivé de voir des torches brûlées en continu. Et là, il explique qu'en fait, au moment où l'entreprise Texaco a quitté le pays, elle a signé un accord avec le gouvernement de l'époque, le gouvernement équatorien, leur léguant toutes les installations, toutes les infrastructures, en leur laissant justement la possibilité de continuer à exploiter, mais en leur expliquant, bon, mais voilà, vous avez tous les actifs, et si vous voulez, les passifs, parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient plus de 2000 piscines, fosses, etc., de déchets pétroliers,
on peut les couvrir de terre pour que vous puissiez continuer à cultiver, etc. Donc en fait, la seule chose qui a été faite, c'est simplement recouvrir de terre. En général, c'est 1 mètre, hein, c'est pas grand-chose. De terre certaines des piscines, de manière à ce que ça ne se voit plus et que les gens n'y voient que du feu. Et à l'époque, le gouvernement équatorien a accepté, se sont dit oui, c'est remédié, on peut continuer à vivre dans cette zone-là. Les locaux se sont organisés sur place pour voir, ils étaient évidemment très inquiets de la qualité de leur sol, la qualité des produits qu'ils cultivaient, la qualité de leurs eaux. Ils ne savaient pas du tout quelles pouvaient être les conséquences pour leur vie de tous les jours. Donc ils nous ont demandé de faire une étude un peu de la qualité de l'environnement. Donc là, c'est juste pour vous expliquer que j'ai absolument pas travaillé toute seule. On était une bonne vingtaine de collègues dans plein de disciplines différentes. En particulier, sociologie, économie, épidémiologie sociale, géographie, modélisation et écotoxicologie, et moi comme géochimie. Donc voilà, les questions qu'on s'est posées, bien sûr, c'était de savoir quels étaient les niveaux de qualité, de contamination de l'environnement, eau, sol et aérosol, également dans ce territoire pétrolier. Comment évaluer, donc on a aussi calculé les risques et les niveaux d'exposition de ces populations, et comment les gens vivent avec tout ça. Donc rapidement, je vais pas vous embêter trop. Vous avez donc des sources de contaminants qui sont naturelles. Hein, tout ne vient pas des êtres humains. Au niveau naturel, les premiers pollueurs sont les volcans. Et en Équateur, c'est un pays de volcans. Donc il y en a quand même beaucoup qui arrivent dans les aérosols, arrivent jusqu'en Amazonie. Mais bien sûr, vous avez aussi plusieurs types d'activités qui émettent dans l'atmosphère, dans les sols et dans les eaux des contaminants. Vous avez la déforestation, vous avez l'usage de fertilisants en agriculture, les activités pétrolières, bien sûr, les activités minières. Et donc, nous, on a travaillé sur différentes voies d'exposition humaine, l'inhalation, l'ingestion d'eau et de produits consommés et le contact dermique. Donc on a fait toute une étude sur place, hein, sur un territoire relativement grand. On a mesuré la qualité de l'eau, de l'air, etc. Je vais pas trop insister. Je vais juste vous présenter quelques résultats intéressants. On est tombé complètement par hasard hein, sur un sujet qui est d'actualité aujourd'hui, pas uniquement en Équateur, mais sur différents pays, en Colombie et au Pérou en particulier. On a trouvé des niveaux de concentration en cadmium élevés dans le cacao. Alors le cadmium, c'est quoi? C'est un métal qui est malheureusement toxique, c'est un métal cancérigène. Et l'Union européenne, le 1er janvier de cette année, a mis en place une norme qui vise justement à limiter les concentrations de cet élément-là dans les produits, et en particulier dans le chocolat. Donc on travaille, aujourd'hui je continue à travailler en Équateur et en Colombie sur ce sujet-là, comment accompagner les agriculteurs à réduire les niveaux de cadmium dans le cacao. Alors le chocolat c'est très bon pour la santé, moi j'en mange tous les jours, mais voilà, c'est une variété spécifique, ce sont des sites bien particuliers avec des sols volcaniques qui sont déjà naturellement riches en cadmium, qui font que voilà, il peut y avoir des concentrations importantes. Ensuite, pour l'eau, alors c'est intéressant parce qu'on s'est intéressé surtout à l'eau que les gens consommaient sur place. Donc, on est allé prélever une centaine de points et on a demandé à toutes les familles qui vivaient en Amazonie pétrolière quelle était l'eau qu'ils utilisaient tous les jours pour boire, se laver, etc. Et en général, ils utilisent l'eau de pluie ou l'eau de petites sources qui viennent effectivement de la percolation d'eau de pluie. Et on s'est aperçu que cette eau-là, elle est complètement déminéralisée. Évidemment, c'est comme si vous mangiez de la neige, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de potassium, il n'y a pas de sels minéraux. Elle est excessivement pauvre. Alors c'est intéressant parce que ces personnes-là
tout le monde nous disait l'eau est contaminée, on va mourir d'intoxication, etc. Et en fait, au quotidien, les gens boivent de l'eau déminéralisée. Alors l'eau déminéralisée, c'est aussi mauvais pour la santé. C'est aussi mauvais que de l'eau contaminée par des toxiques. Donc c'est intéressant aussi de voir ce paradoxe entre les mesures faites sur le terrain et les perceptions des populations dont je reviendrai tout à l'heure. En fait, voilà, les gens, là-bas, on a regardé un petit peu comment les gens vivaient avec ces risques. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Donc c'est vrai que, en plus, sur ce territoire-là, l'environnement est pollué. Et on se dit, vu le niveau d'impact, cet environnement risque d'être pollué pour toujours. Donc, c'est à nous, humains, de s'adapter avec ces risques-là. Et c'est un petit peu sur ce fait-là, sur cette suggestion que les gouvernements successifs jouent, c'est-à-dire qu'ils se disent que les populations vont s'adapter, on va s'adapter à ces risques. Et on s'aperçoit qu'en fait, les contraintes économiques, sociales, les urgences font que les gens choisissent les risques auxquels ils doivent faire face. Et ces risques-là, c'est pas forcément l'eau qu'ils vont consommer tous les jours, c'est pas forcément la qualité des sols sur lesquels ils vont cultiver, mais ce sont surtout des soucis économiques. Est-ce que mon garçon va pouvoir trouver du travail? Est-ce que je vais pouvoir dormir sous un toit demain, etc. Donc en fait, on part de la culture du risque, c'est-à-dire que l'équipe de sociologues s'était basée au départ sur une culture du risque, on a aperçu sur place qu'en fait, on est passé d'une culture du risque à une culture d'urgence. Donc c'est intéressant aussi parce qu'on s'est aperçu que les gens vivaient, il y avait eu beaucoup de paradoxes entre ce que nous, on a pu mesurer sur place, ce qu'on a pu constater sur place et le comportement des communautés, le comportement des villageois. On a relevé 3 paradoxes intéressants. Le premier, c'est que certains avaient même réussi à migrer dans des sites encore plus contaminés que ceux d'où ils venaient. Et on s'est dit quand même, comment c'est possible? Et en fait, ils ont migré sur des sites plus contaminés parce que sur ces sites-là, vous avez de la terre noire. Parce qu'en fait, en Amazonie, je n'en ai pas parlé, mais les sols sont très altérés. C'est des sols rouges, comme vous pouvez voir aussi en Afrique, en Asie, c'est sur toute la ceinture intertropicale. Les sols sont très peu fertiles. Et quand vous avez des patchs comme ça de sol noir, les gens se déplacent, vont là-bas pour pouvoir cultiver dans les meilleures conditions. Donc, on a vu plusieurs familles partir sur ces sites-là où le sol était normalement de meilleure qualité, mais où par contre l'eau était contaminée par les autres formations. Donc, en fait, la logique de la sécurité professionnelle prend le pas sur le risque environnemental. Un autre comportement paradoxal aussi, c'est que les gens sont un peu fatalistes aussi et disent on va vivre avec, on va pas changer nos pratiques, hein, c'est comme ça. Nos urgences, c'est de cultiver, c'est de trouver de l'eau. C'est pas nous, avec nos petites mains, qui allons pouvoir révolutionner le monde. Donc on vit. Et on évite aussi de trop s'inquiéter, de trop se faire du souci. C'est vrai que ça peut être un environnement anxiogène. Et un petit peu par philosophie, on accepte cet environnement-là et on vit avec. Voilà. Et on essaie de vivre au mieux. Et le troisième paradoxe, c'est intéressant, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de s'opposer au nettoyage de son terrain qui a été souillé par le pétrole. Parce qu'en fait, donc l'entreprise pétrolière actuelle continue d'extraire des hydrocarbures et il y a des fuites, il y a des remontées. Là, c'est une photo d'une dame dont vous avez des remontées par capillarité d'hydrocarbures qui se trouvent en dessous. Elle garde volontairement ces traces-là, même si elle perd son bétail, parce que les vaches viennent paître, elles adorent ça, elles adorent lécher le pétrole, parce que c'est hyper salé. Donc elles viennent le lécher, mais bon, après, elles survivent pas. Il y a des abortos, on dit des fausses couches, c'est ça en français, de veaux, etc. Enfin, ça a des incidences et des conséquences graves. Mais beaucoup de familles gardent les preuves de la contamination dans leur jardin
comme moyen, comme monnaie en fait de négociation avec l'entreprise pour avoir un emploi pour les enfants, pour refaire la maison. Ils négocient des primes, ils négocient un tas de choses à partir de ces preuves. Donc ils refusent en fait, l'entreprise pétrolière est obligée par la loi de nettoyer, mais comme c'est en terrain privé la plupart du temps, on ne peut pas rentrer sur un terrain privé. Donc les gens arrivent à s'opposer. Donc voilà, c'est intéressant de voir en fait ces paradoxes entre la qualité de l'environnement et les réactions et les moyens que les gens ont pour faire face. Les risques sanitaires n'étaient pas connus, on a fait des calculs, effectivement on a montré qu'il y a des risques assez importants, en particulier d'exposition aux métaux lourds. Mais l'accès à l'eau potable n'est pas une priorité dans l'agenda politique, pour les politiques publiques. Même si l'accès à l'eau est une priorité, est la première priorité des populations locales. Quand on a fait plus de 600 entretiens, les mots qui sortent en premier de ces entretiens, c'est par exemple pétrole et eau. Les deux mots sont associés et vraiment la priorité numéro une, le souci numéro un des gens sur place, c'est l'eau, c'est la qualité de l'eau. Et même s'ils boivent de l'eau qui est déminéralisée, ils ont le sentiment de boire de l'eau contaminée. Donc vraiment le thème de l'eau est un thème central dans leur esprit, dans leurs contraintes. Mais vous voyez que là, à ce terme eau est associé le mot de travail, d'entreprise, trabajar, de travailler. C'est aussi un moyen de trouver du travail. Et c'est intéressant aussi de voir que les enfants des familles, en général, ne veulent plus être agriculteurs, parce que ce sont essentiellement des familles d'agriculteurs, ne veulent plus être agriculteurs parce que c'est dur de travailler en plein champ, et préfèrent travailler pour les entreprises pétrolières sur des contrats de 15 jours, 1 mois, 3 mois, se reposer, revenir. Donc on a aussi une évolution sociale assez importante. Voilà, donc on va quitter l'Équateur et je vais vous emmener en Guyane, cette fois-ci pour parler d'un autre risque sur le territoire. C'est le risque lié à l'orpaillage. Donc l'orpaillage, c'est l'extraction de l'or. Et pour extraire de l'or, on utilise en général du mercure. Alors le mercure, c'est aussi un métal qui se présente sous la forme solide mais liquide. C'est ces petites billes qu'on trouvait avant dans les thermomètres, qui est très nocif, bien sûr, et qui est utilisé largement par les orpailleurs parce qu'en fait, ça fait un amalgame, ça permet d'extraire les petites paillettes d'or des alluvions de la rivière, des sédiments de la rivière. Ça permet vraiment d'en faire comme des petites boulettes de mélange. Et ensuite, cet amalgame est brûlé. Et quand cet amalgame est brûlé, s'évapore dans l'atmosphère uniquement le mercure et il reste dans les petites casseroles les paillettes d'or. Donc c'est un moyen qui est utilisé partout en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud depuis très longtemps. Même à l'époque Inca, on a retrouvé aussi quelques vestiges de ces techniques. Donc là, il y a quelques photos. Là, vous voyez, ça c'est en Bolivie. Un orpailleur qui verse directement du mercure liquide dans des alluvions sédimentaires pour extraire l'or de tous ces sédiments. Ensuite, cet amalgame est brûlé à l'air libre et là, la fumée que vous voyez, c'est uniquement des vapeurs de mercure. Alors, la Guyane française, elle est très connue pour ses activités d'orpaillage, en grande partie illégales. Vous avez, alors tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais c'est aux environs des 15 000 orpailleurs, dont 70% sont illégaux, en particulier en provenance du Brésil et du Suriname, qui exploitent l'or dans les différents fleuves, et ce depuis 1850. Donc ça fait quand même un petit moment. Et vous avez en moyenne 6 à 13 tonnes de mercure pur qui sont rejetées par an sur ce territoire. C'est quand même assez considérable. Il y a des études qui ont été menées. Donc moi je travaille en Guyane depuis longtemps aussi, près de 20 ans. Et on suit régulièrement les niveaux d'exposition au mercure. Donc vous avez 3 zones d'orpaillage.
deux au nord hein, et une relativement vaste hein, qui coupe hein, toute la moitié du département. Et là, c'est une photo pour illustrer un petit peu comment ça peut dévaster un peu la forêt. Donc évidemment, ils coupent les arbres et ils extraient l'or hein, d'anciens alluvions. De sites où l'or est particulièrement concentré. Donc, je vais pas vous embêter avec le cycle, mais juste pour vous dire que le cycle du mercure est un peu compliqué. Mais là, vous avez un petit chaudron dans lequel on brûle l'amalgame or-mercure. Ce mercure est échappé dans l'atmosphère. Il est très stable dans l'atmosphère. S'il pleut pas, il est très stable. Il peut voyager une centaine de kilomètres sans problème. Et ensuite, il retombe sur le sol ou dans les lacs ou les rivières avec les pluies, avec les précipitations. Et une fois qu'il est dans la rivière, ben, ce mercure qui est vapeur dans l'air, il est transformé, il change de forme chimique et il va intégrer la chaîne trophique. Donc, il y a des petites bactéries qui vont commencer à transformer. Et ces bactéries vont être mangées par des petits poissons, utilisées par le plancton, qui va être mangé par des poissons petits, qui va être mangé par les plus gros poissons, etc. Et au cours de la chaîne trophique, en fait, au long de la chaîne trophique, vous avez deux processus. Vous avez une bioamplification, en fait, des concentrations en mercure dans la chair des poissons, dans la chair, dans le foie, dans le cerveau. Et plus vous augmentez, plus vous montez en niveau trophique, donc les poissons piscivores, par exemple, sont excessivement concentrés. Entre l'eau et un poisson qui mange d'autres poissons, vous avez un rapport de 1 million en concentration de mercure. Donc c'est gigantesque. Donc on peut ne rien avoir dans l'eau, mais en avoir beaucoup dans les poissons. Alors ce qu'on observe dans les poissons d'eau douce, on l'observe aussi en mer. En mer, vous avez des concentrations très faibles de mercure, mais vous pouvez avoir des concentrations élevées dans les poissons prédateurs, en particulier les requins, le thon, etc., etc. Et bien évidemment, le prédateur ultime étant les humains, qui eux, à force de manger du poisson, peuvent se retrouver avec des concentrations élevées dans leur corps. Donc il y a des études qui ont été menées déjà depuis pas mal de temps en Guyane française. Et là, les petits ronds, c'est les niveaux de mercure dans les cheveux des populations qui vivent le long du fleuve Oyapock et le long du fleuve Maroni. Et vous voyez que les concentrations les plus faibles sont situées, elles peuvent être situées même en zone d'exploitation d'or. Et en revanche, en amont des zones d'exploitation, vous avez des niveaux de concentration très élevés. 10, 7, 8, c'est énorme. Comparé à la population de Guyane française, on est à 3. Et en France, on est en moyenne à 7. On avait fait des tests, on a mesuré sur Toulouse, pas mal de monde d'ailleurs. En général, on est entre 0,5 et 1,5. Moi, je suis à 2 parce que je mange beaucoup de poissons. Mais voilà, les populations amérindiennes qui se trouvent en amont des zones d'exploitation de l'or ont des niveaux d'exposition au mercure très élevés. Et donc, à la fois sur les fleuves Maroni, par exemple, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le Maroni, vous avez à peu près 40% de la population totale qui a des niveaux supérieurs à 5. Alors 5, c'est la moitié de la valeur de l'OMS. Mais j'ai pris la moitié parce que c'est à partir de cette valeur-là qu'on voit les effets sur la santé. En fait, une exposition chronique au mercure a des incidences importantes sur le développement du fœtus et le développement des enfants. Vous avez un retard au développement mental, par exemple, développement neurologique, développement moteur, etc. Ça a des incidences assez importantes. C'est un métal toxique. Et en revanche, quand on s'intéresse à la population amérindienne, vous vous rendez compte que 94% de la population, elle, est exposée à ces valeurs-là. Donc nous, on a travaillé sur le fleuve Oyapock depuis 2012, oui c'est ça. Et on a travaillé avec les Amérindiens Wayampi qui vivent donc en amont des zones d'orpaillage. Et on a fait des analyses de mercure dans leurs cheveux aussi. On a trouvé des niveaux de mercure relativement élevés.
Et on a trouvé, comme sur le fleuve Maroni, des niveaux d'exposition supérieurs en amont des zones d'orpaillage que dans les zones d'orpaillage. Aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et donc Camopi, c'est une petite ville que certains connaissent peut-être. C'est un petit village qui se trouve à la frontière avec le Brésil, qui est un point de passage des orpailleurs clandestins brésiliens, puisque la rivière Camopi sert en fait d'autoroute fluviale aux orpailleurs. Et dans cette zone, on s'aperçoit que la population est moins exposée au mercure que les populations amérindiennes en amont. Donc on a fait des analyses. Alors je rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué, mais on travaille avec les isotopes du mercure. Et à partir de cet outil-là, on arrive à savoir les sources d'où vient le mercure qu'on va mesurer dans les cheveux des gens. Donc on a fait les analyses dans les sources potentielles, et parmi les sources, bien évidemment, la première est les poissons, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc on a mesuré le signal isotopique des poissons de Camopi et de Trois-Sauts. On a fait la même chose pour les humains à partir des cheveux. Et on voit très bien que chez les femmes en particulier, on a le même signal. Donc l'exposition des femmes et des enfants est due à la consommation de poissons d'eau douce. Chez les hommes, on a vu un léger décalage. Et c'est intéressant, on se dit, tiens, ils ont des modes de vie différents, une culture un petit peu différente des femmes. Et cette différence, en fait, elle est due à la consommation de poissons d'eau de mer. Nous, on est ici, sur le graphique, on a des valeurs largement positives, parce qu'on consomme avant tout du poisson d'eau de mer, qui a un signal isotopique différent de celui des poissons d'eau douce. Et donc, on s'est aperçu, effectivement, à chaque fois qu'on prélevait des cheveux, je faisais des questionnaires, je discutais beaucoup avec les gens pour savoir un petit peu comment ils vivaient. Et les hommes allaient au moins une fois par mois en ville, entre guillemets, à 3 jours de pirogue en aval, chercher parfois leurs enfants qui étaient en collège, ou alors chercher les allocations familiales ou le RSA. Et donc, quand ils allaient en ville, entre guillemets, ils achetaient des boîtes de conserve. Alors, ils achètent aussi malheureusement de l'alcool, puisqu'ils n'ont pas besoin d'argent dans les villages où ils vivent, puisqu'il n'y a pas de supermarché. Ils vivent de chasse, de pêche, de cueillette et bien sûr de culture. Donc ça, je reviendrai. Donc, avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, on a mis en place quelques actions de sensibilisation de ces populations-là à cette exposition. Donc on leur a expliqué quelles étaient. On n'allait évidemment pas leur dire d'arrêter de pêcher, parce que c'est la première source de protéines. Donc on leur a expliqué, bien sûr, continuer à pêcher et chasser. Mais voilà, pour les femmes enceintes et les enfants, il y a des poissons que vous pouvez manger tous les jours. Donc ils sont exposés sur cette planche. En revanche, il y a des poissons qu'il vaut mieux éviter, manger une fois par mois par exemple. Et en revanche, pour les hommes, pour les adultes, ça c'est moins grave, puisque les impacts sanitaires sont pas trop dangereux. On a fait des affiches, on a fait des campagnes de sensibilisation, et plusieurs années après, donc on fait un suivi. On prélève les cheveux de ces populations Wayampi et Wayana. Régulièrement, toutes les femmes enceintes et les enfants qui passent dans les centres de santé sont prélevés, et on suit leur niveau d'exposition, et on voit depuis 4 ans une diminution des concentrations. Donc on se dit, bon, peut-être que nos campagnes ont été un peu efficaces. Mais c'est pas fini. Après le mercure, on a mis le doigt sur un autre problème. Également, c'est un autre métal. Cette fois-ci, c'est le plomb. On a relevé, quand des enfants viennent à l'hôpital de Cayenne, on leur fait tout un check-up, on leur fait des analyses complètes de santé, hein, en particulier dans le sang et les urines. Et on a relevé, il y a quelques années, des niveaux de plomb très élevés dans le sang de certaines personnes. Et comme par hasard, c'est exactement les mêmes populations Wayampi avec lesquelles donc, on travaille sur l'exposition au mercure. Donc, je continue à travailler avec l'ARS, et on a continué à utiliser cet outil magique qui est l'isotopie pour essayer de tracer d'où pouvait venir ce plomb.
Les points rouges, ce sont les résultats de plomb, c'est des traces d'isotopes du plomb dans le sang des enfants qui ont des niveaux de plombémie très élevés. Il y en a même dont le saturnisme a été déclaré. Et vous avez les points bleus et les points marron clair qui sont exactement autour des points rouges. C'est leur nourriture qui est réalisée à base de manioc. En fait, ils cultivent beaucoup de manioc. Ils ont quelques fruits, mais leur base alimentaire est le manioc. Et on a fait des analyses de plomb dans le manioc, dans certaines variétés, et on a mesuré effectivement des niveaux relativement élevés. Donc voilà, en plus de l'exposition au mercure, vous avez aussi une exposition au plomb. Et ces expositions, elles ne sont dues qu'à leurs pratiques culturelles, qu'à leurs habitudes alimentaires. Ce sont des populations qui vivent à 3 jours de pirogue du village le plus proche, qui vivent loin des activités extractives, qui vivent loin des mines, qui vivent loin de la déforestation, ils vivent vraiment en pleine forêt. Mais malheureusement, leur mode de vie fait qu'ils sont exposés à des niveaux de certains métaux relativement élevés. Alors c'est compliqué parce que agir sur les traditions, c'est pas du tout notre objectif. Donc ce qu'on fait avec eux, ce que je fais avec eux et je le fais aussi en Équateur, on détermine quelles sont les variétés de manioc qui accumulent le moins le plomb, de manière à ce qu'ils cultivent préférentiellement ces variétés-là. En plus, le manioc, c'est très important pour eux, parce que voilà, c'est comme vous mangez du pain, hein, ils mangent du manioc 3 fois par jour. Ils le mangent, mais ils le boivent. Et ils préparent une boisson, c'est comme une bière de manioc, qu'ils préparent régulièrement et qu'ils consomment à chaque grande cérémonie. C'est relativement protocolaire. C'est culturellement très important pour eux, parce que c'est autour, ça fait partie de la cohésion sociale de ces communautés. Cette bière, ils appellent ça le cachiri en Guyane. Et c'est très convivial. Les grandes décisions, les fêtes en général sont toujours réalisées autour de cette boisson. On le retrouve dans toute l'Amazonie, on le retrouve en Équateur, au Brésil. C'est une base clé de leur alimentation. Donc aujourd'hui, on travaille sur les variétés qui pourraient limiter ces expositions. Voilà, donc un autre point aussi qui est étudié plus spécifiquement, qu'on étudie plus spécifiquement avec des anthropologues et ethnologues, c'est cette phase de transition de ces populations amérindiennes en territoire amazonien, puisqu'une grande partie a été sédentarisée. Dans certains pays, là aujourd'hui je travaille au Pérou sur une population classée PIACI, donc classée en contact initial, qu'on a regroupé sur un territoire protégé où il est absolument interdit de pénétrer. Nous, on peut parce qu'on est scientifique, on a des accords, mais personne n'a le droit, personne d'autre n'a le droit d'y aller. Et on le voit partout, on le voit au Brésil, on le voit en Guyane, on le voit dans tous ces pays-là. Ce sont des populations qui sont en transition. Ils ont été sédentarisés. Une partie des enfants est scolarisée, donc très souvent pour être scolarisés, ils doivent quitter le village pour aller dans les centres où il y a des petites écoles, en particulier collèges, et ensuite pour ceux qui veulent continuer lycée. Ils sont obligés de quitter leur communauté, et en général les mamans les laissent pas partir tout seuls, donc les mamans quittent le village d'origine. Ça détruit complètement la cohésion des villages. Et ça participe aussi à la déculturation. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous remercie de votre attention et vous êtes libre de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Merci.